voilà, donc pour ma part, j'étais chargé de l'animation d'un groupe de travail, qui avait pour objectif de déterminer donc les différentes filières de gestion collective des effluents d'élevage et digestats. Donc, c'est 11 filières qui ont été donc déterminées, sur lesquelles nous avons fait des bilans technico-économiques, et filières qui ont été utilisées donc notamment dans le simulateur. Alors c'est un travail collectif, hein, donc outre moi-même donc de l'IFIP, il y avait les collègues de l'ITAVI, de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, hein, de la FRCUMA Ouest et d'IDEL. Alors, voilà donc je vais donc au cours de ces 15 minutes vous dresser donc un inventaire de ces filières. Donc les 11, je ne vais pas citer toutes les 11, hein, ça va prendre beaucoup trop de temps. Et même donc j'en cite qu'un certain nombre, on va devoir contracter un petit peu. Pour chacun d'entre elles, là, donc, je vais dire en deux trois mots le principe, en quoi ça consiste, hein, quelles sont les particularités liées donc, à une gestion collective, hein, et puis donc, un exemple, concret d'application de chacune de ces filières. Alors, pour la gestion et le traitement collectif, donc, je vais vous présenter donc, 2 diapos sur l'épandage, hein. L'épandage, donc il y a une partie logistique, équipement, mais aussi plan d'épandage qui peut être mutualisé. C'est la séparation de phase avec, notamment donc la décanteuse centrifuge que l'on retrouve dans beaucoup de projets collectifs, hein. Le traitement biologique par bout activé, qui est une filière de traitement ancienne, hein, notamment sur l'Isée de Port, où là, je vous parlerai un peu plutôt de semi-collectif, hein. Le compostage de fumée de volaille et de bovins, la méthanisation, qui est en plein essor, et puis donc, associé à la méthanisation, donc il y a des procédés de traitement qui leur sont relativement spécifiques, hein. Et on en trouve en particulier sur cette filière, donc pour le digestat, c'est l'évapoconcentration et le stripping de l'azote. Je ferai donc, très rapidement, en fonction du temps qui me restera, donc, un point sur le traitement collectif des effluents dans d'autres pays européens et je terminerai par une, courte conclusion. Petite précision sémantique, hein, heu, dans la littérature, donc, le terme de projet collectif, en fait, est, sur des aspects donc, heu, biotechniques, hein, il est pas très rencontré, en fait. Soit il est mentionné donc, des unités individuelles, et ou à la ferme, soit des unités plutôt centralisées ou territoriales, qui, de par leur nature, sont effectivement plutôt collectifs, hein. Alors dans les collectifs, dans les termes que je vais employer après, donc soit ça sera du semi-collectif, hein, dans le traitement de l'usine de porc, hein, c'est notamment ce qu'on utilisait, donc là, c'était 2 à 4 éleveurs. Du petit collectif, c'est moins de 10 éleveurs et puis du grand collectif, hein, plus de 10 éleveurs. Alors, je commence donc par, le plan la mutualisation et la logistique, hein, des équipements d'épandage. Alors ça se développe assez bien, donc il y a des facteurs incitatifs à une mutualisation donc de ces aspects-là. C'est notamment la restriction des périodes d'épandage. Ça va être l'augmentation de la taille des troupeaux, c'est l'essor de la méthanisation qui est un facteur de développement donc heu de la mutualisation des équipements d'épandage. C'est la nécessaire optimisation de la main-d'œuvre et des coûts. Alors, juste quelques exemples, hein. Et bien, donc, la diapo du haut, hein, donc, c'est en association donc, entre la CUMA de Plurien et d'Agribocage. Il y a donc, ils ont mis en œuvre donc, de l'épandage centenalisier avec l'envoi donc, voilà, alors la pompe, hein, qui alimente donc, l'épandage centenalisier et un caisson de ravitaillement qui est alimenté par des tonalisiers. Alors tout à fait le type d'équipement qu'on va retrouver dans, des phénomènes de mutualisation. C'est également donc, la 2e photo, hein, juste en dessous, c'est, là c'est un automoteur Vreddo. C'est un équipement qui est assez coûteux et qui, donc, peut se rentabiliser sur des usages très importants, donc, d'où l'importance et là, à ce moment-là, ça peut être utilisé dans le cadre de mutualisation de cet équipement. Et puis on va retrouver donc après de multiples autres équipements, hein, qui permettent d'améliorer la précision dans les épandages. Ça va être des capteurs infrarouges, ou ça peut être, les dispositifs proportionnels à l'avancement, ça peut être, le télégonflage là pour éviter le tassement et cetera. C'est des camions citernes, voilà, autant d'équipements plus ou moins importants qu'on va retrouver donc dans, des mutualisations donc, de matériel et d'équipements. Alors, il y a également le plan d'épandage qui peut être, mutualisé, qui peut être collectif.
Je vais citer un exemple. Alors, c'est après une unité, pardon, de méthanisation, celle de Enerfé à Janzé dans le 35. Je vais revenir sur la méthanisation collective. Là, c'est un collectif de 55 agriculteurs actionnaires qui est assez récente, hein. Ils ont commencé à injecter donc, début 2023. Et là, le plan d'épandage, c'est tout de même 4 500 hectares répartis sur 70 exploitations. Donc, chacun demeurant responsable quand même de son propre plan d'épandage. Donc, derrière, donc, bon, on n'a pas le temps, hein. Donc, là, il y a un certain nombre d'équipements donc, associés. Donc, pour information, donc il y a certaines parties, je vais passer un peu rapidement. Tout ça, vous retrouverez dans une brochure que je vous présenterai donc à la fin. Voilà, donc la séparation de phase par décanteuse centrifuge. Donc, la particularité dans le domaine du traitement, c'est que ouais, bah, les constructeurs en fait peuvent proposer des équipements avec des débits donc extrêmement importants. En élevage, on est plutôt sur des débits de l'ordre de 3 à 5 mètres cubes heure. Mais on a des installations, alors c'est issu du milieu industriel, hein, certains constructeurs donc, proposent pour l'un donc, jusqu'à 30 mètres cubes heure, voire pour un autre qui a été contacté, jusqu'à plus de 100 mètres cubes heure. Voilà, donc ça permet d'avoir des installations de très grande dimension. Alors, bon, quand même, point de vigilance par rapport à ces machines hors normes, une installation collective qui en a qu'une seule, en cas de panne, là, il y a des délais de réparation qui sont conséquentes. C'est un système qui existe en version, qui peuvent exister en version mobile. La diapo, la photo du bas, hein, c'était une unité, une décanteuse centrifuge en camion, sur camion, que nous avions fait venir sur le site de l'EFIP pour un essai, qui proposait, c'est en prestation de service, de la séparation de phase en élevage, qui n'existe plus actuellement, mais du moins à ma connaissance. Cela dit, donc la séparation de phase par décanteuse centrifuge dans des chaînes de traitement intégrées, donc là, c'est assez commun. Le traitement biologique par bout activé. Donc en 2 mots, donc en quelques mots, le principe, hein, du traitement biologique par voie activée, c'est une succession de phases, de nitrification, dénitrification, donc en bassin unique ou non. Vous avez là donc une photo là d'une turbine de surface qui est en activité ou qui est au repos pour les phases d'oxygénation, d'anoxie. En valeur extrême, on peut abattre de l'ordre de 40 à 75 de l'azote par ce phénomène de nid d'état. Alors, c'est un process qui a vraiment prouvé son efficacité, hein, donc il y a un bon ratio efficacité-coût. Il s'est imposé dans le domaine du traitement des lisiers donc au cours des années 2000. Et alors le GPVB qui a fait donc un certain nombre de bilans sur ces unités en fonctionnement. Donc, en 2012, où on était à l'apogée du nombre d'installations. Sur les unités collectives, dans le Grand Ouest, on était donc sur 3,4 éleveurs par unité. Alors là, plutôt, donc, on parle de semi-collectif. On avait une installation donc à plus de 40 000 mètres cubes par an. Il y a de très fortes économies d'échelle et d'ailleurs dans d'autres pays européens, hein, donc aux Pays-Bas, en Belgique, il y a des unités à plus de 50 000 mètres cubes par an, voire en Espagne, il y a quelques unités à plus de 100 000 mètres cubes existantes. Alors, un exemple en semi-collectif, donc le GE du Vivarais, donc 3 élevages bretons, donc là on est sur du semi-collectif, hein, ils traitent avec 8 000 mètres cubes par an. Il y en a 2 qui approvisionnent le site avec un lysioduc, le troisième étant à quelques kilomètres, là c'est par une tonne à lisier. Le compostage de fuites de volaille et de bovins. Alors, en deux trois mots, pareil, hein, donc le compostage, c'est une biodégradation aérobie de la matière organique par des micro-organismes. Ça s'adresse tant à des unités à la ferme qu'à des plateformes collectives de plus de 60 000, 80 000 tonnes d'intrants par an. Il y a des économies d'échelle qui permettent d'une part une meilleure organisation du travail, mais également donc la maîtrise des nuisances olfactives. Alors vous avez l'exemple de Fertiléveil là, sur les photos, hein, qui est situé en Vendée. Donc là, ça se passe en bâtiment fermé et il y a un très bon, il y a un coût d'investissement qui est beaucoup plus important que sur des plateformes donc non abritées. Bon, pour leur part, là, c'est donc 2 plateformes de compostage de 1 hectare 4 pour chacune d'entre elles.
et ils vont jusqu'à 80 km pour s'approvisionner donc en fumier de volaille et jusqu'à 150 km pour, la commercialisation de leur compost. La méthanisation, donc là, c'est un processus de dégradation anaérobie de la matière organique. Il est produit une énergie renouvelable qui sera donc vendue dans la mesure du possible sous différentes formes, électricité, injection de méthane, chaleur et production d'indigestat. La méthanisation donc ne permet pas de résorber à proprement parler donc de l'azote et du phosphore, par rapport au plan d'épandage. Par contre, on va retrouver certains processus de traitement qui seront plutôt spécifiques, que l'on va retrouver plutôt spécifiquement sur le digestat, donc on va le voir juste après. Et la littérature montre bien donc un aspect très intéressant d'avoir une étape de méthanisation, c'est la production d'un revenu qui peut faire baisser le coût du traitement. Sinon le traitement, c'est essentiellement du coût, pas de recette, ou du moins elles sont marginales. Avec une étape de méthanisation, donc ça, cet intérêt quand même économique important. Le nombre d'unités de méthanisation donc en collectif est en essor, donc un rapide tour sur internet, on a, accès donc à un certain nombre d'unités donc qui sont en collectif. Il n'y a pas toujours des économies d'échelle dans la méthanisation, donc qui sera liée notamment donc aux équipements associés en amont et en aval. En aval, notamment tout ce qui est traitement. Alors là, vous avez une photo, de Geotexia qui a déposé le bilan, mais c'était quand même une unité emblématique, collective emblématique quand même, et qui coûtait donc relativement cher, sur lequel il n'y avait pas forcément d'économie d'échelle. Alors, dans le domaine de la méthanisation, donc, il y a un certain nombre, d'unités collectives. Alors, l'une des plus importantes, à ce jour, c'est la SAS Agrimen à Charchigny dans le 53. On va pas rentrer dans le détail, ça vous le pourrez, le retrouver dans la brochure. On a 140 000 tonnes, par an d'intrants à rentrer dans les digesteurs et puis donc on a tout un tas d'équipements donc en aval pour épandre ces produits. Vous avez une photo de Charchigny donc en voilà donc associé, au traitement du digestat donc on a, l'évapoconcentration. Alors, je m'excuse pour les gens qui connaissent pas les différents points techniques, c'est vrai que c'est un peu rapide, Qu'est-ce qu'on fait avec de l'évapoconcentration? On va déshydrater donc la fraction liquide d'indigestat après séparation de phase en tête. On a besoin de chaleur donc pour le procédé et là où la méthanisation est intéressante, notamment si on est en cogénération, on a une production de chaleur qui peut être mis à profit pour déshydrater le produit. Sinon donc dans les 2 exemples que je vous ai cités, que je vais vous citer, il y a des compresseurs mécaniques de vapeur, donc où là, en consommant l'électricité, on peut produire un surplus de chaleur nécessaire pour déshydrater le produit. On produit différents coproduits, notamment de l'ammoniac. Donc l'évapoconcentration est rarement seul. Il est associé à d'autres dispositifs. Donc, alors en amont, il faut de la séparation de phase. On voit ici, c'est le site, le synoptique de Émeraude Bioénergie de la Copperle. On a la séparation de phase en tête. Et puis derrière, on a du stripping vapeur, une tour de lavage des vapeurs ammoniaquées. Alors, effectivement, le stripping de l'azote, c'est, comme l'unité précédente a réservé à de très grandes installations et donc on va retrouver alors le synoptique là, donc il y a beaucoup de choses, On a aussi comme précédemment, un évapoconcentrateur et on a donc, du stripping de l'azote et une tour de lavage des buées ammoniaquées. Donc c'est sur, l'installation Tipper, l'unité de méthanisation collective Tipper, dans le 79. Rapidement, au niveau à l'échelle européen, donc il y a un certain nombre d'études, descriptives d'unités collectives de traitement qui existent, et il y a eu dans le cadre d'un projet européen 2015, donc un inventaire, qui est effectué donc à l'échelle européenne, qui était très intéressant, qui était pas complètement exhaustif, mais qui donnait une bonne vision d'ensemble. On avait 3 catégories, donc des unités individuelles, des unités produisant donc tout de même, enfin qui allait jusqu'à 50 000 m3 d'effluents par an et des unités à plus de 50 000 m3 d'effluents par an.
l'enseignement que l'on pouvait en tirer donc de ces différentes études, hein, c'est que la plupart des procédés, donc on a vu précédemment, hein, peuvent s'adapter à du traitement collectif. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, hein, donc on a vu pour l'évapoconcentration ou du stripping, c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même des coûts, des charges fixes qui sont assez importantes. Deuxième point, les unités collectives, sont numériquement peu nombreuses, hein, à travers l'Europe, hein, mais dans certains pays, ça peut être, dominant en termes de volume traité. Alors c'est par exemple aux Pays-Bas, hein, donc pour la séparation de phases, la méthanisation, le traitement des liquides, hein. Et autre point, dernier point, la mise en œuvre des unités de grande taille est très, très contrastée entre pays européens. Vous pourrez retrouver dans la brochure, hein, donc quelques éléments donc par pays. Ce que je peux dire donc le pourquoi entre les différents pays européens, donc on a un contraste entre certains pays où on a beaucoup d'unités individuelles, d'autres on a plutôt des unités collectives, hein, ou selon les techniques, plutôt l'un, plutôt l'autre, hein. C'est, lors des directives européennes, hein, il y a des transpositions dans les, nationales qui se sont donc déclinées de manière différente. C'est la densité des productions animales, qui est disparate, c'est l'état des voies de communication, c'est l'acceptabilité sociale, voilà donc c'est, des raisons donc des explications relativement complexes. Enfin, pour conclure, donc les unités collectives de gestion des effluents d'élevage en France métropolitaine sont globalement peu nombreuses, hein. Dans le cadre de ce projet, on a eu beaucoup de mal donc, à récupérer donc, les témoignages, hein. Sur le traitement de résorption proprement dit des effluents d'élevage, donc, là c'est historiquement peu présent, hein, donc, là on parlait de semi-collectif à l'époque. Sur la méthanisation, ça se développe davantage, hein. Alors, en Bretagne, hein, par exemple, on a 6 des unités de méthanisation qui sont collectives, hein, donc une diversité des procédés, qui fait qu'on a un arbitrage qui est relativement complexe, hein, dans le choix d'un procédé plutôt que par rapport à un autre. Des éléments qui ont été rapportés, c'est l'augmentation du coût de l'énergie, qui, a mis, donc en difficulté certaines installations, notamment pour les sites équipés de compression mécanique de vapeur, très consommatrices d'électricité. Mais c'est également dans l'augmentation du prix des intrants pour Fertil-Lévesque notamment, hein. Le prix, des intrants ont doublé entre 2019 et 2023, donc c'était, un peu compliqué pour eux à un moment donné. Voilà. On est passé vraiment très rapidement sur les différents points techniques, économiques et sur les témoignages. Il y a une brochure qui a été faite, hein, dans le cadre de ce projet, donc où on a davantage, d'informations. Je vous remercie de votre attention.